de sorte qu'une nouvelle sort, comme ce que vous avez mentionné plus tôt, qui s'est produite à Bucha. Elle sort et, il y a cette énorme explosion. C'est presque un volcan de haine et de critiques et d'histoires. Soutenant tout cela contre les Russes qui éclatent sur la scène presque immédiatement, tous les officiers généraux à la retraite arrivent et sans exception disent pratiquement tous la même chose lorsque cela se produit. Je prends du recul et je suis extrêmement méfiant et très sceptique parce que j'ai déjà vu cela auparavant. Plutôt, vous avez dit qu'il n'y avait, aucune chance que la Russie ne réussisse et sorte victorieuse de l'Ukraine. Si ce sont, vous savez, les deux parties qui continuent à se battre et c'est tout, compte tenu de cela et compte tenu du fait que ce dont nous semblons être témoins de la part de l'armée russe. Encore une fois, nous n'avons pas le livre de jeu russe devant nous en ce moment. Nous ne faisons que spéculer. Mais il semble que, l'armée russe ait juste exercé suffisamment de pression pour garder des troupes massives, protégeant Kiev. Les troupes ukrainiennes, protégeant Kiev pendant que l'armée russe remplit ses objectifs dans la périphérie de l'Ukraine en faisant leur dénazification, démilitarisation, suppression de l'OTAN, armement, ce genre de choses. Je suis curieux alors vu les événements d'aujourd'hui, un présumé massacre de 410 civils qu'ils rapportent, au moins 10 morts dans la ville de Bucha, en Ukraine. Bucha, ouais, alors, que penses-tu de cela? Pensez-vous qu'il serait logique que les militaires russes qui ont passé un mois à occuper cette ville vivant, vous savez, dans une paix relative avec les civils là-bas, tuent 410 civils le dernier jour alors qu'ils quittent la ville? Eh bien, non, je ne sais pas. Et je pense que l'expérience dans les affaires militaires suggère que si vous faites ce genre de choses, tout ce que vous faites est de la raideur et de la résistance contre vous. Les corps ne disparaissent pas. L'acte persiste. Il a une mauvaise odeur, il ne part pas. Et il m'est difficile de croire que c'était un acte délibéré de l'armée russe qui a dit que ce n'était pas impossible. Nous avons fait des choses au Vietnam qui étaient terribles. Nous en connaissons certains, nous ne les connaissons pas tous. Soldats sur le champ de bataille, s'ils sont frustrés et en colère, s'ils boivent beaucoup d'alcool, consomment de la drogue, toutes sortes de choses qu'ils peuvent. Ils peuvent soudainement se déchaîner et faire des choses terribles. J'ai regardé les deux côtés de cela et je ne pouvais pas en venir à une certaine conclusion dans un sens ou dans l'autre. Il y avait des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens. Beaucoup de ces gens avaient ce bras blanc attaché autour d'eux. Le bras blanc était un signal à l'armée russe qui regardait, je ne fais pas partie de l'armée ukrainienne, je ne la soutiens pas efficacement. Je ne suis pas dans la guerre. Et tout à coup, un grand nombre de ces personnes sont mortes. Nous savons que les forces ukrainiennes ont tué des gens comme ça ailleurs. Ils ont assassiné, des maires ont disparu, etc. Mais encore une fois, je ne dis pas que c'est arrivé. Je ne sais pas. Mon expérience dans les Balkans lorsque j'étais impliqué dans la campagne aérienne. Et puis plutôt avec en Bosnie en 95, les Finlandais étaient une très bonne source de chercheurs scientifiques, des médecins qu'ils entraient et ils pouvaient vous dire la vérité, les Finlandais vous disaient, vous pouviez croire. Mais les deux parties s'impliquent rarement, et je ne fais pas beaucoup confiance à ce que l'une ou l'autre des parties dit en ce moment en Ukraine. Et en ce moment vous avez des masses de troupes qui entourent ceci, cette masse ukrainienne qui reste dans le sud de l'Ukraine. Comment cela va-t-il se passer? Je ne sais pas, mais je soupçonne que les Russes peuvent probablement anéantir. Comment ils vont le faire, c'est à eux de décider. Vous savez, en 1944, quand les Russes ont coupé et encerclé 50 000 soldats allemands dans ce que nous appelons aujourd'hui la Russie blanche près de Minsk, ils ont reculé, ils l'ont encerclé et ils ont amené la puissance aérienne, 5 000 avions. Et la plupart des troupes allemandes sur le terrain ne pouvaient pas éclater car elles étaient entourées de blindés. Et ils ont été tués. Je suppose que quelque chose comme ça arrive, les Russes peuvent le faire. Et maintenant, ils ont beaucoup plus de munitions précises dans de nombreux cas qu'ils n'ont pas beaucoup utilisées, mais qu'ils pourraient utiliser dans le sud de l'Ukraine. Je ne sais pas, je pense que nous allons devoir attendre que les événements dictent le résultat, mais je pense vraiment que cette guerre se terminera lorsque Poutine décidera de ne pas y mettre fin à un autre moment. Et pour le moment, il ne voit aucune raison d'y mettre fin étant donné l'attitude qu'il a rencontrée lors de la bande de négociation.
Chaque fois que vous avez une telle unanimité, dans les médias américains et occidentaux, et que vous avez un timing aussi brillant, de sorte qu'une nouvelle arrive, comme ce que vous avez mentionné plus tôt dans Bucha, elle sort et il y a cette énorme explosion. C'est presque un volcan de haine et de critiques et d'histoires, soutenant tout cela contre les Russes qui éclatent sur la scène presque immédiatement. Tous à peu près au même moment et des officiers généraux à la retraite arrivent et sans exception disent pratiquement tous la même chose et quand cela se produit, je prends du recul et je suis extrêmement méfiant et très sceptique parce que j'ai déjà vu cela auparavant. Je l'ai vu à l'approche de la guerre en Irak, en 2002 et 2003. Je l'ai vu dans les Balkans à propos de ce qui s'est passé en Bosnie puis ensuite au Kosovo. Il semble donc que nous ayons maintenant une stratégie similaire à celle de la deuxième partie de cette campagne d'information, qui est très sophistiquée. C'est géré, je pense en grande partie par nous et l'Ouest, principalement Washington. Peut-être que Londres n'a certainement pas créé des gens assis à Kiev. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout, mais ils réagissent clairement à cela. Nous travaillons main dans la main avec eux. Combien sommes-nous? Combien sont-ils? Je pense que c'est surtout nous. Et je pense que nous avons quelqu'un sous la forme de Monsieur Zelensky qui satisfait vraiment notre exigence de saigner les Russes. Malheureusement, les Ukrainiens saignent aussi. Merci d'avoir regardé cet épisode de La Plongée. Si vous souhaitez soutenir le journalisme indépendant, assurez-vous de vous inscrire et envisagez de devenir membre sur mon Patreon, en utilisant le lien ci-dessous.